Bonjour et bienvenue pour ce 77 épisode de Raptor Kiff. On se retrouve ce soir pour le match opposant les Toronto Raptors aux Boston Celtics et le match se déroule à Boston dans le Garden. C'est un match qui voit s'affronter pour la troisième fois de la saison les deux équipes et surtout les deux équipes en tête de la conférence Est puisque seulement 3 matchs au goal average séparent les deux équipes. Suivant le résultat du match de ce soir ou de leur ultime rencontre de la saison qui aura lieu mercredi soir, si mes comptes sont bons, et on devrait savoir si Toronto ou pas sera premier de la conférence Est. Pour les Toronto Raptors, le 5 de départ est composé de Kyle Lowry, de DeMar DeRozan, OG, Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. Pour les Boston Celtics, il s'agit de Terry Rozier, Jalen Brown, Jason Tatum, Al Horford et Aaron Baines. Pas de Kyrie Irving ce soir pour les Celtics qui est toujours blessé et qui semble-t-il ne sera pas présent avant le début des playoffs, voire il est annoncé comme manquant le premier tour des playoffs. Puisque je crois qu'ils ont annoncé qu'il en avait encore pour un mois avec sa blessure. À la fin du premier quart-temps, les Raptors mènent 32 ou 33, parce que je ne sais pas si le dernier tir de Fred VanVleet est un 3 ou un 2, à 31 face aux Boston Celtics. Et un premier quart-temps qui aura été très intense et surtout qui aura été joué au rythme des Raptors, ce qui est assez étonnant car c'est assez rare pour Boston de se retrouver à jouer au rythme d'une autre équipe. Mais là, c'est les Raptors qui ont mené le tempo dans ce premier quart-temps. J'espère que les Raptors seront continués ainsi, car on sait que Boston, qui a une des 3 meilleures défenses de la ligue, est capable de renverser la vapeur défensivement et là pour le moment c'est vrai que le tempo est à l'avantage des Raptors, même si les Raptors ne mènent que de 1 ou 2 points pour le moment. Un DeRozan très en forme avec 6 points, 3 rebonds, 5 passes décisives dans le premier quart-temps. C'est plutôt du bon DeRozan qui a été complet, qui s'est tenu aussi en défense. Et on lui souhaite bon courage puisque ce week-end il a dû rentrer dans sa... Enfin ce week-end. Vous savez que les Raptors n'ont pas joué depuis mardi et du coup DeMar a dû rentrer à Los Angeles dans sa famille puisque j'ai déjà dû en parler cette saison, mais son papa est malade, il a un cancer je crois du pancréas. Et du coup ça lui crée quelques soucis dans sa famille, et bien entendu sa maman qui a la lèpre. Donc c'est très dur pour lui cette saison, mais du coup il fait dans ce premier quart-temps un superbe boulot et cela se voit et il a fait circuler le ballon, trouver des partenaires démarqués, ce qui permet aux Raptors de faire un très bon premier quart-temps. Et à la mi-temps, les Toronto Raptors mènent toujours, mais de très peu, 55-53. Le deuxième quart-temps a été beaucoup moins prolifique en scoring que le premier, puisque dans le premier, il y avait 33-31 pour les Raptors, et dans le deuxième, du coup, ça nous donne un résultat de 22-22. Ce qui démontre à quel point le tempo du match a changé dans ce deuxième quart-temps, même si Boston a une défense un peu plus en place, je dirais, que les Raptors. Cela dit, ils commettent maintenant de plus en plus de fautes. Les Raptors ont trouvé les failles et arrivent à passer et donc provoquent les fautes adverses. Cela dit, le point guard, c'est-à-dire le meneur des Celtics dans ce match, Terry Rozier, est vraiment une anguille. Il a une capacité de dribble et surtout de s'engouffrer dans des tout petits trous de souris, si je puis me permettre, puisque il est vraiment hallucinant, je trouve. Et alors, Aaron Baines ce soir qui fait un truc exceptionnel, lui qui avait été 0 sur 12 depuis le début de la saison, panier à 3 points, en a marqué 2 consécutifs dans le début du match, 12 ou peut-être 15 points pour lui dans le début du match, ce qui est assez exceptionnel puisqu'il a une moyenne de 5 points
de 5,7 je crois sur la saison. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff sur le site mykiff.fr ainsi que sur les pages Kiff Podcast, YouTube et Twitter. Et vous pouvez également nous retrouver sur Facebook sur la page qui s'intitule Sport Kiff Podcast. Alors sport et podcast prennent un S. Je suis vraiment désolé, je suis extrêmement fatigué, malade depuis vendredi et cela ne semble pas trop s'arranger. J'espère que mon week-end de Pâques ne va pas être que cela, car je suis vraiment out. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vous fais les commentaires que carton par carton, car je n'ai vraiment pas la tête à vous en dire beaucoup trop. En tout cas, plus que ce que je n'en dis. Vous pouvez bien entendu me contacter par mail également au mail suivant contact@mykiff.fr et contact ne prend pas de S. À la fin du troisième quart-temps, les Raptors mènent 84-82 et un match extrêmement serré, deux équipes très bien posées défensivement. Pour vous dire, il n'y a eu que un seul panier marqué en transition et ce fut par Kyle Lowry. C'est le seul des deux équipes, non pas seulement des Raptors, mais bien des deux équipes dans ce match. C'est le seul panier inscrit. Ce qui est assez hallucinant. Quelques stats dans à la fin du troisième quart-temps. Donc les Raptors ont 84 points, les Celtics 82, les Raptors shootent à hauteur de 50%, les Celtics à hauteur de 44%, les Raptors sont à 7 sur 25, je crois, à 3 points, et les Celtics sont à 6 sur 14. Au lancer franc, les Raptors sont à 17 sur 22, tandis que les Celtics sont à 14 sur 16. 34 rebonds pour les Raptors, 32 pour les Celtics, 19 passes décisives pour les Raptors, 15 même passes décisives pour les Celtics. 8 turnovers par contre pour les Raptors contre 4 seulement pour les Celtics dans ce match. Bon, ceci dit, même s'il y a le double, c'est encore très peu dans un match pour avoir un impact considérable. Et surtout, le meilleur marqueur à l'heure actuelle du match est pour les Raptors. Il s'agit de DeMar DeRozan avec 28 points sur les 84 marqués. C'est quand même pas mal. Il fait un match en plus avec un taux de réussite qui est vraiment très bon, à part aux 3 points, puisque je crois qu'il a dû tenter 2 ou 3 points et qu'il les a tous ratés. Mais sinon, ses pénétrations et ses shoots du haut de la raquette sont tous dans la cible. À noter aussi que le banc des Raptors ce soir se fait manger la différence est de 27 pour Boston, le banc de Boston à 14 pour le banc des Raptors et un Marcus Morris qui à lui tout seul je crois est déjà rendu à 17 ou 19 points, quelque chose comme ça, et donc qui à lui tout seul venu du banc a marqué plus de points que l'ensemble des Raptors et tout de même à signaler c'est que tous les points marqués l'ont été jusqu'à maintenant du banc des Raptors par Fred VanVleet et Delon Wright. Donc ils n'ont pas beaucoup d'aide à vrai dire. Et après 3 minutes et 17 secondes de jouer dans ce quatrième quart-temps, Boston mène 92-88 dans un match où le banc des Raptors se fait complètement désarçonner, on va dire ça comme ça, par la défense de Boston. Ils n'arrivent pas du tout à exprimer leur jeu. Il faut un Fred VanVleet souris qui passe par les petits trous pour arriver à trouver des opportunités, mais cela ne suffit pas car honnêtement, c'est le seul de l'équipe venue du banc à produire du jeu et c'est donc un petit peu problématique pour les Raptors. Même un Siakam aujourd'hui est inexistant, un Potel aussi, ce qui pose réellement des gros soucis en offense pour les Raptors. Il reste 5 minutes et 32 secondes dans le quatrième quart-temps et Boston mène 94-92 dans un match où je trouve, pour ma part, les Raptors ne jouent pas très bien. Ils ne sont pas assez offensifs, non, agressifs dans leurs mouvements. C'est pas le terme parce qu'en français agressif n'est pas ce qui correspond
au terme anglais et franchement il manque quelque chose, je trouve, aux Raptors. Il manque d'intensité, de puissance en fait sur le terrain, et qui pour l'instant leur joue des tours, puisque Boston arrive à maîtriser ce match et le rythme du match qui a encore ralenti, ce qui ne convient pas du tout aux Raptors. C'est une défense à pression très haute sur le porteur de ballon et sur les joueurs démarqués, qui pose un gros souci aux Raptors, et surtout Boston qui arrive à changer de plan de défense assez rapidement. Ils sont passés d'une défense sur le joueur à une défense de zone, à une défense encore sur le joueur, à une défense en 1-4. C'est vraiment impressionnant à quel point ils arrivent à changer leur plan en défense. Et on dirait vraiment qu'ils sont capables de s'adapter à tous les systèmes offensifs qui puissent exister. Ce qui pose un gros souci aux Raptors, puisque ils ne sont plus aussi efficaces à 3 points qu'ils l'avaient été dans le premier quart-temps et la première partie du deuxième. Pour le moment, c'est un peu coulé. On a l'impression que les Raptors sont en train de couler au fur et à mesure. Alors on verra bien d'ici la fin du match ce qui se passe, mais c'est vraiment impressionnant cette défense de Boston. Et surtout, les Raptors manquent l'énergie d'un Pascal Siakam, d'un Jakob Poeltl, qui sont pas très énergiques ce soir, ni CJ Miles, qui fait plutôt un mauvais match. Il s'est fait siffler 4 ou 5 fautes, et puis surtout, tous ses tirs sont manqués. Donc c'est vraiment pas terrible pour CJ Miles, pour Pascal Siakam, Jakob Poeltl, Delon Wright qui a marqué je crois seulement 2 ou peut-être 4 points dans ce match. La seule star en fait du banc, c'est vraiment Fred VanVleet, et un Norman Powell qui était rentré à la fin du deuxième quart-temps pour défendre Terry Rozier, et qui là re-rentre dans le quatrième quart-temps pour la même chose, puisque CJ Miles avait vraiment un mauvais match. Il reste 3 minutes 30 très précisément dans ce quatrième quart-temps, et Boston mène 102-94. Et je le pressentais tout à l'heure, j'avais vraiment cette sensation que Boston avait pris l'ascendant, autant défensivement que offensivement, beaucoup plus en réussite que les Raptors dans cette fin de match, et puis surtout une défense qui est vraiment très impressionnante. On comprend pourquoi ils sont la meilleure défense de la ligue. Franchement, leur façon de bouger, leur façon de corriger et d'éviter trop de switch leur permet finalement de pouvoir tenir les offenses adverses. Et là, ils montrent bien à quel point, même sans un Kyrie Irving, même sans un grand Jaylen Brown, ils ont une équipe avec qui il faudra compter dans les playoffs. Et les Raptors, qui avaient atteint le sommet de leur performance, je dirais, juste avant le All-Star, malgré le fait qu'ils aient gagné 10 matchs d'affilée, ou 11 matchs d'affilée depuis le All-Star. Ceci dit, on le voit, il y a je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a un je ne sais quoi, comme on dit, il y a un je ne sais quoi qui manque dans cette équipe des Raptors qu'ils avaient avant le All-Star. Là qu'ils sont premiers, j'ai comme l'impression que ça leur met trop de pression sur les épaules, et du coup ils le prennent un peu à l'emporte-pièce, et c'est vraiment dommage, car ils ont toutes les armes pour réussir une superbe fin de saison et une bonne série dans les playoffs. Mais s'ils jouent comme ça, ils vont vraiment avoir du mal. Pourtant, je pensais qu'avec les 3 jours sans jouer, qui étaient mercredi, jeudi, vendredi, où ils ont pu s'entraîner, je me disais que justement, ça devrait les aider. Là, ils vont encore avoir 3 jours aussi, enfin 2 jours jusqu'au prochain match, puisqu'ils vont avoir demain et après-demain pour s'entraîner, et puisqu'ils jouent mardi soir contre Cleveland, ce qui va pas être une mince affaire, et ils jouent mercredi soir encore une fois contre Boston à Boston. C'est pour vous dire si là le stretch de le moment là de 3 matchs d'affilée va être conséquent pour l'avenir des Toronto Raptors.
Il reste 53 secondes et 8 dixièmes dans ce quatrième quart-temps et Boston mène 107 à 97. Il faut dire les Raptors enchaînent les turnovers. La défense de Boston est vraiment impressive. Je pense que c'est ma plus grosse étoile de la soirée quand je vais faire mes étoiles et mes flocons. Et honnêtement, une défense de Boston et puis surtout un manque de réalisme de la part de Toronto, des tirs tentés qui étaient des tirs vraiment étonnants, que d'habitude ils réussissent et puis là il y avait, comme je disais, ce je ne sais quoi de bizarrerie dans le jeu des Raptors qui fait que Boston arrive à prendre l'ascendant. Et après un échange de fautes techniques qui a fait que Marcus Morris a été éjecté du match, le score final est donc 210 à 99. Les Celtics qui ont complètement anéanti les Raptors dans ce quatrième quart-temps. Mais je dirais que ça a été progressif. Ils ont... c'est finement joué, c'est tactiquement très finement joué, c'est-à-dire que en fait on s'aperçoit comment fonctionnent les Celtics, c'est-à-dire que dans le premier quart-temps ils évaluent en fait les choix stratégiques des Raptors et au fur et à mesure on enlève un puis le deuxième, c'est-à-dire qu'au départ ils ont laissé DeRozan pouvoir faire son manège et puis ensuite ils ont enlevé sa possibilité de faire des bonnes passes puisqu'ils interféraient avec les lignes de passe, puis ensuite ils ont commencé à bloquer un peu plus pour qu'ils puissent marquer moins. En tout cas, voilà, je vous donne l'exemple sur DeRozan et c'est vrai que cela a complètement contrarié au fur et à mesure chacune des tentatives des Raptors, non pas seulement de DeRozan, mais de Kyle Lowry qui a manqué aussi beaucoup Là, on a un manque de réussite ce soir quand même des Raptors à 3 points qui est flagrant. Un CJ Miles, un Kyle Lowry qui ont loupé à peu près tout ce qu'ils ont tenté. En tout cas, c'est le cas pour CJ Miles. Et DeMar DeRozan également à 3 points. Je crois qu'il a dû en tenter 3 ou 4 et qu'il a vraiment tout raté. Et c'est vraiment... Alors, soit c'est la défense de Boston qui fait un super boulot, soit c'est vraiment les Raptors qui n'étaient pas au point ce soir. Faut bien le dire. Et je le disais tout à l'heure, je suis assez étonné vu qu'ils avaient eu 3 jours de repos. Ça aurait été quand même un peu mieux d'être actif. Et là, c'est vraiment un manque de réalisme, quoi. Passons à la feuille de match, puisque OG Anunoby a joué 19 minutes, 8 points, 1 rebond, une passe décisive, 3 sur 4 au tir, 1 sur 2 à 3 points, 1 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif, 4 fautes contre OG et 1 turnover. Il a été -2 sur ce match. Serge Ibaka, quant à lui, a joué 32 minutes, 15 points, 10 rebonds, une passe décisive, 1 contre, 5 sur 7 au tir, 3 sur 3 à 3 points. C'est dommage qu'il n'en ait pas tenté plus, puisque les autres n'y arrivaient pas. 2 sur 2 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, 2 turnovers et 5 fautes commises par Serge, qui termine lui aussi avec -2. Jonas Valanciunas, quant à lui, 25 minutes jouées, 13 points, 11 rebonds, 1 contre, 6 sur 12 au tir, 0 sur 1 à 3 points, 1 sur 2 au lancer franc, 5 rebonds offensifs, aucun turnover, une seule faute commise, il termine -3. DeMar DeRozan, quant à lui, a joué 36 minutes, 32 points, 7 rebonds, 7 passes décisives, aucun ballon volé, mais 1 contre, 12 sur 19 au tir, ce qui est plutôt bon, sachant que il est 0 sur 5 à 3 points, 8 sur 10 au lancer franc, 1 rebond offensif, 2 turnovers, 5 fautes commises, il termine -8. Kyle Lowry, quant à lui, a joué 33 minutes, 11 points, 3 rebonds, 9 passes décisives, 4 sur 13 au tir, dont 2 sur 10 à 3 points, 1 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif, 2 turnovers, 2 fautes commises, il termine -10. Après, nous avons CJ Miles, 20 minutes, 3 points, 5 rebonds,
Une passe décisive. Il a été, bah oui, c'est ça, 0 sur 6 dans ce match, dont 0 sur 5 à 3 points. En fait, les 3 points qu'il a marqués, ce sont 3 lancers francs, 3 réussis sur 3 tentés. Aucun rebond offensif, 4 turnovers pour CJ Miles et 5 fautes commises. Ensuite, nous avons Jacob Poeltl qui a joué 19 minutes, aucun point, 3 rebonds, 1 contre, 0 sur 1 au tir. Il n'a tenté ni 3 points ni lancé franc, aucun rebond offensif, aucun turnover, aucune faute sifflée. Il termine -4. Ensuite, nous avons Fred VanVleet qui a joué 17 minutes, 11 points, 1 rebond, 3 passes décisives, 4 sur 8 au tir, dont 2 sur 5 à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc, aucun rebond offensif, 1 turnover, une faute commise, et lui termine 0. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui terminent à 0 ou en positif aujourd'hui pour les Raptors. Pascal Siakam a joué 15 minutes, 2 points, 2 rebonds, 1 contre, 1 sur 3 au tir, dont 0 sur 1 à 3 points. Je l'ai dit, vraiment un mauvais match de la part de Pascal, vraiment une mauvaise impression pour lui. Donc aucun lancer franc, aucun rebond offensif, 1 turnover, une faute commise, il termine avec -11 tout de même. Ensuite, nous avons Delon White, qui a eu aussi un mauvais match. 11 points, 11 minutes jouées, 2 points, 2 rebonds, une passe décisive, un ballon volé et 1 sur 4 au tir, dont 0 sur 1 à 3 points. Aucun lancer franc, aucun rebond offensif, 2 turnovers, une faute commise. Il termine avec -3. Ensuite, nous avons Norman Powell, 7 minutes jouées, 2 points, 1 rebond, 1 sur 3 au tir, 0 sur 2 à 3 points, aucun lancer franc, 1 rebond offensif, pas de turnover et une faute commise. Il termine également avec -3 et voilà, c'est tout pour les joueurs. Passons maintenant aux Raptors en général. 99 points, 46 rebonds, 23 passes décisives. Un seul ballon volé, 5 contre, 37 sur 80 au tir, ce qui donne 46,3%, 8 sur 35 à 3 points, 22%, vraiment un de leurs plus mauvais matchs ces derniers temps, 17 sur 22 au lancer franc, 77%, 9 rebonds offensifs, 15 turnovers commis, 26 fautes commises pour les Raptors. Et je regardais au lancer franc et eux ont été du coup beaucoup moins souvent, je pense, à la ligne. On va voir pour Boston tout de suite ce qu'il en est. Boston qui a donc marqué 110 points, 41 rebonds, donc ça doit être un peu moins que les Raptors, 19 passes, donc un peu moins que les Raptors. Par contre, 6 ballons volés pour Boston, 3 contre pour eux, 40 sur 88 au tir, donc 45,5%, 7 sur 17 à 3 points, 41,2%, 23 sur 27 au lancer franc, donc comme vous voyez déjà il y a beaucoup plus de lancers francs pour Boston, 8 rebonds offensifs, 5 turnovers seulement et 23 fautes commises. Ouais, bon. Mes étoiles aimées, flocons. Alors je remets une grosse étoile, comme je le disais, à la défense de Boston. Incroyable défense. Deuxième, une belle étoile à DeMar DeRozan, je veux dire, avec 32 points, 7 rebonds, 7 passes décisives. Il a fait un superbe match. C'est dommage que dans le quatrième quart-temps, il n'ait pas pu être plus incisif en offense. Je remets un gros flocon à CJ Miles, un autre flocon à Kyle Lowry qui n'a pas ce soir su être assez, pareil, incisif, surtout tout au long du match. Je veux dire, 11 points et son taux de réussite à 3 points qui n'était vraiment pas à la hauteur. Du coup, un flocon aussi pour Kyle Lowry et un gros flocon pour le banc.
le banc des Raptors qui ce soir a été incapable de s'exprimer, incapable de jouer correctement. La défense de Boston les a complètement perturbés. Je remets tout de même une petite étoile à Fred VanVleet qui a fait un bon match. Autant défensivement que en offense, il a vraiment su, et c'est même étonnant, il a joué moins que d'autres joueurs dans ce match, alors que c'est le seul joueur positif dans ce match pour le moment. Enfin pour le moment, pour tout le match en fait. C'est le seul joueur des Raptors qui termine en positif au plus-minus, c'est-à-dire au nombre de points marqués quand ils étaient sur le terrain et au nombre de points permis à l'équipe adverse. Enfin que l'équipe adverse a scoré. Et du coup, c'est vrai que je trouve que 17 minutes, ça n'était vraiment pas beaucoup ce soir, pas suffisant en tout cas pour lui pour pouvoir s'exprimer complètement. Alors peut-être qu'il est encore en restriction de minutes suite à sa blessure de la semaine dernière, mais je suis assez étonné qu'il n'ait pas été plus utilisé ce soir quand on voit qu'un CJ Miles ou même un Donovan White ou un Pascal Siakam n'ont pas été effectifs ce soir du tout. Ont même plombé, je dirais, le reste de l'équipe. Même on peut comprendre là-dedans Jacob Poeltl. Et je comprends pas que du coup le coach là ce soir, alors qu'il joue d'habitude plus de joueurs que ça, quand il en a besoin, n'ait pas cherché à faire jouer ou faire rentrer un bébé pour faire protéger un peu plus peut-être le panier ou même un Miller qui aurait peut-être pu faire des choses avec son shoot à 3 points. Je ne sais pas, en tout cas, il est assuré que c'est un flocon du coup pour le coach Dwayne Casey, qui a laissé son équipe, je trouve, s'écrouler dans le 4e quart-temps et qui n'a pas su les mobiliser, les prévenir, même leur dire voilà, le 4e quart-temps, ça va être le moment le plus dur et il va falloir mettre la gomme. Et là, les Raptors se sont quand même pris un moins 13 dans ce 4e quart-temps et ont été limités également en nombre de points marqués, ce qui n'est vraiment pas bon dans la perspective des matchs à venir. Cleveland, puis Boston, puis Indiana. Ça va être 3 matchs dans la semaine qui vient qui vont être très compliqués pour les Raptors. Du coup, je vais avoir fini ce podcast avant le 76e, qui est celui des questions-réponses, puisque j'ai pris mon temps, comme je le disais tout à l'heure, je suis malade, et vraiment complètement avec la tête dans le chou-fleur. Donc, la tête en chou-fleur plutôt. Donc, du coup, je l'ai fait vraiment plusieurs fois, mon podcast sur les questions-réponses, et il me reste encore 2 questions à répondre. Donc, il sera publié demain ou lundi. Pour que vous puissiez avoir un petit écart entre chaque podcast. Voilà, allez, on se retrouve du coup pour le podcast questions-réponses dans les 48 heures qui viennent, puis on se retrouve mardi soir pour le match opposant les Toronto Raptors aux Cleveland Cavaliers, et le match se déroulera à Cleveland. Ciao les copains!